L'étincelle, c'est le plan Juppé, une réforme sur les retraites et la sécurité sociale. L'heure des vraies réformes a sonné pour la France. Autre exemple, les régimes spéciaux de retraite dont on parle beaucoup ces temps-ci, c'est-à-dire les retraites des fonctionnaires, des agents de la RATP, de la SNCF. Là encore, il y a un problème. Les slogans. Aujourd'hui, dans les rues de Paris, la manifestation de l'Île-de-France a drainé autant de monde que le Rassemblement national et Bonjour, je m'appelle Fabienne. La grève du 5 décembre qui s'annonce risque fort de ressembler à celle de 1995, pour les mêmes raisons, et peut-être plus. C'est ce que craint le gouvernement. La vidéo que je vous présente va tenter de vous montrer pourquoi cette grève du 5 décembre 2019 peut être considérée comme une insurrection pacifique. Vous y trouverez des interventions de Olivier Delamarche, analyste financier, Jacques Sapir, économiste, François Boulot, avocat et figure emblématique des Gilets jaunes, Manon Aubry, députée européenne de la France Insoumise, Adrien Quatennens, numéro 2 de la France Insoumise, François Asselineau, président de l'Union populaire républicaine, Jean-Luc Mélenchon, député de Marseille et président du groupe parlementaire de la France Insoumise. Vous trouverez les liens vers leurs interventions complètes dans la description, ainsi que des liens vers les autres vidéos dont nous avons utilisé des extraits. Mais tout d'abord le générique. La crise des Gilets jaunes a fait trembler le gouvernement. Macron s'en est sorti provisoirement en faisant mettre la loupe sur les violences, et en utilisant les grenades lacrymogènes et les LBD pour dissuader de manifester, puis en ayant recours à la ruse d'un grand débat bidon. La participation aux manifestations de Gilets jaunes a donc décru. Mais si l'incendie a été provisoirement éteint, les braises sont toujours présentes, et le feu est prêt à repartir. Il risque de repartir avec la réforme des retraites. Écoutons ce qu'Olivier Delamarche disait à Estelle Farge, en avril 2019. Bonjour, nous allons vous parler aujourd'hui des retraites, de celles que vous n'aurez probablement pas. Bonjour Estelle. Bonjour Olivier, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est Cash. C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron, la création d'un système universel des retraites, un système par points où, je cite, 1 euro cotisé donne les mêmes droits quel que soit le moment où il a été versé, quel que soit le statut de celui qui a cotisé. Ce sont les mots du chef de l'État, objectif réformer et englober la quarantaine de régimes actuels pour un système universel. Donc, pas question pour autant de modifier l'âge de départ à la retraite, ni le niveau des pensions, avait promis Emmanuel Macron. Ce vaste chantier, il est piloté entre autres par Jean-Paul Delevoye, nommé en septembre 2017 haut commissaire à la réforme des retraites. Le nouveau système fonctionnerait toujours par répartition. Les cotisations des actifs actuels financeraient les pensions des retraités d'aujourd'hui. Le texte devrait a priori être présenté après les élections européennes pour un examen au Parlement d'ici fin 2019. Olivier, est-ce que c'est une nécessité aujourd'hui de réformer notre système de retraite ? Ça aurait été une nécessité surtout de dire la vérité aux gens. C'est-à-dire que pour des raisons de croissance, pour des raisons démographiques surtout, aujourd'hui le système ne tient pas et ne tiendra pas. Et ce n'est pas des mesures comme ce qu'a annoncé M. Macron, c'est-à-dire de passer avec une retraite par points, etc. Tout ça, c'est du cosmétique. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas comment faire, que le système n'est pas tenable et qu'on ne sait pas comment faire pour que ce système perdure. C'est un système qui a été fait au lendemain de la guerre, quand on avait une croissance qui faisait 5 ou 6 %,
quand on avait un taux de chômage qui était inexistant, moins de 1%, jusqu'en 75 à peu près, et où vous aviez un taux de natalité qui était largement au-dessus des 2,10, vous savez, qui est le taux de remplacement. Donc, taux de fécondité qui permet le remplacement. Donc, aujourd'hui, on a de plus en plus de gens qui sont dépendants, soit parce qu'ils ont moins de 20 ans et qui ne travaillent pas encore et qui dépendent de leurs parents, soit parce qu'ils ont plus de 65 ans. C'est pas très à la mode en France de travailler, de cumuler retraite et travail, ce qu'on fait par exemple énormément, et surtout depuis la crise de 2008 aux États-Unis, vous avez quasiment 20% de cette classe d'âge qui continue de travailler et qui cumule ça avec une retraite. En France, on est à 2,8 de mémoire, donc très en dessous. Et le problème, si vous voulez, c'est surtout qu'on a menti. On a menti depuis des années en disant ça va passer, vous inquiétez pas, on va reculer d'un an. Oui, bien sûr qu'il faut réformer, mais le problème c'est que ça n'en finira pas. C'est-à-dire que vous allez passer à 62, à 64, à 65, et puis vous allez aller jusqu'où? Comme les Japonais, jusqu'à 75 ans ou 78 ans. Il y a un moment où il faut vraiment se poser des questions. Et malheureusement, comme on ne se les a pas posées quand il fallait, ça va être de plus en plus difficile. Vous ne pouvez pas non plus vous diriger, comme certains pays l'ont fait, sur de la retraite par capitalisation. Pourquoi ? Comme par exemple les États-Unis, parce que tout leur système de retraite est en large déficit et est en train de craquer. Pour revenir juste sur la réforme voulue par Emmanuel Macron, le système universel, c'est une bonne ou une mauvaise idée ? C'est une bonne idée, c'est-à-dire qu'il est normal d'aligner tous les régimes. Ce sera aussi plus simple pour les gens. Ça sera plus simple. Alors, il y en a qui vont râler parce que c'était peut-être plus avantageux pour eux. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, comme on n'a pas fait ce qu'il fallait dans le temps où on pouvait le faire, aujourd'hui, ça va être catastrophique. C'est-à-dire, quand vous allez expliquer à des gens qu'il va falloir travailler alors qu'ils ont des boulots durs et physiquement difficiles, quand vous allez leur expliquer qu'il va falloir continuer à bosser jusqu'à 70 ans, ça va être compliqué. Alors justement, Olivier, l'âge légal de départ à la retraite aujourd'hui est fixé à 62 ans. Emmanuel Macron avait promis qu'il n'y toucherait pas. Pour autant, certains membres du gouvernement ont créé la confusion récemment. Édouard Philippe, mais aussi Agnès Buzyn, la ministre des Solidarités et de la Santé, invitée du grand jury sur RTL, Figaro et LCI le 17 mars dernier. Elle a déclaré, à titre personnel, être plutôt favorable à un recul de l'âge de la retraite. Est-ce que de toute façon, on ne va pas y couper ? Est-ce qu'il faut modifier cet âge ? On n'y coupera pas. On n'y coupera pas. Vous avez plus de gens qui sont dépendants. Alors, quand vous prenez les moins de 20 ans et les plus de 65, vous avez plus de gens aujourd'hui qui sont dépendants, qui donc ne travaillent pas, qui ne touchent pas de salaire, que de gens qui travaillent et qui touchent un salaire. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Alors le ratio aujourd'hui c'est 1,7. Non, ce n'est pas 1,7, parce que 1,7 c'est aussi un mensonge, c'est-à-dire qu'on part de la classe d'âge. On vous dit, aujourd'hui, la classe d'âge 20-65 travaille. Ben non, la classe d'âge 20-65 ne travaille pas. Parce que vous avez un taux de chômage qui est très large, et puis vous avez des gens qui ne travaillent pas dans les 20-65. Donc c'est faussé dès le départ, on vous dit 1,70, mais c'est pas 1,70. L'analyse d'Olivier Delamarche manque de clarté. Écoutons celle de Jacques Sapir, en juillet 2019. La solution passerait par une baisse du chômage. Mais ça, c'est une autre histoire, dont nous parlerons dans une prochaine vidéo, à propos de l'appartenance à l'Union européenne. Si le Premier ministre voudrait avancer la date de la réforme, c'est parce qu'il veut faire des économies. On parle aujourd'hui d'1,2 milliard d'euros que le gouvernement voudrait économiser sur la question des retraites. Alors oui, cette réforme va poser des problèmes, elle va aboutir à une baisse de toute une série de prestations et en particulier, c'est les conditions dans lesquelles les gens vont partir à la retraite à partir de 2020 et 2021 et jusqu'en 2025 qui posent aujourd'hui un très gros problème. Jacques, tout d'abord, est-il vrai, comme on l'entend souvent, que le nombre des retraités est en train d'augmenter ?
Alors, le nombre des retraités est important, mais il n'augmente pas. D'ailleurs, les statistiques qui sont fournies par la CNAV, c'est-à-dire la Caisse nationale d'assurance vieillesse, montrent qu'il y a eu un pic en 2007. On est retombé autour de 500 000 départs à la retraite en 2011. Mais il faut dire qu'il y avait aussi tout le système des pré-retraites, qui sert d'ailleurs à camoufler en partie le chômage, qui était compris dans ces chiffres de retraite. Et aujourd'hui, on voit que le chiffre se stabilise autour de 600 000. Oui, c'est important, mais ce n'est pas supérieur, par exemple, aux arrivées sur le marché du travail. Mais tout ça a bien un impact sur les comptes de la CNAV. Oui, absolument. Alors, il faut savoir que les comptes de la CNAV, ils ont été fluctuants. Il y a un moment où ils ont été, en fait, dans le vert, ou plutôt dans le bleu, sur ce tableau, vous voyez, de 2000 à 2005. Et puis, ils ont été effectivement en déficit en 2010, avant de retrouver, dès 2015, à nouveau l'équilibre. Alors, pourquoi ? Évidemment, il y a eu des réformes qui ont été faites, des réformes douloureuses, en particulier la réforme de François Fillon. Mais il faut aussi ajouter une chose, c'est que si le taux de chômage passait de 8,5%, ce qu'il est aujourd'hui, à 6,5%, c'est-à-dire malgré tout un niveau assez élevé de chômage, supérieur par exemple à ce qu'il est aux États-Unis ou dans certains pays de l'Union européenne, eh bien automatiquement les comptes de la Caisse nationale d'assurance vieillesse seraient à l'équilibre. La Caisse nationale d'assurance vieillesse ferait même des bénéfices, et avec ces bénéfices, elle pourrait rembourser ce qu'elle a dû emprunter au moment où il y avait ce grand déficit. Alors Jacques, que veut faire le gouvernement avec cette réforme? Expliquez-nous. Alors, le gouvernement veut introduire ce qu'il appelle un âge pivot, distinct de la notion d'âge légal. Il ne veut pas toucher à l'âge légal, et on comprend pourquoi, parce qu'il se dit que ça susciterait des protestations extrêmement vives. Qu'est-ce que c'est que l'âge pivot? Eh bien, c'est l'âge auquel on estime que vous aurez la totalité de vos trimestres. Et donc, ce que veut faire le gouvernement, c'est introduire un système de malus pour les gens qui partiraient entre 62 et 64 ans, et peut-être un système de bonus pour les gens qui partiraient après. Je dis peut-être parce que c'était l'idée de Jean-Paul Delevoye, un système de bonus-malus, et de ce système, le gouvernement, Édouard Philippe, n'a retenu que l'aspect malus. Maintenant, il faut regarder une chose. Là encore, cette fois-ci, ce sont sur des statistiques d'Eurostat, on voit que le taux d'activité des gens qui sont entre 55 et 65 ans, donc dans cette tranche d'âge qui sera touchée, il est de 50%. Ce qui veut dire qu'il y a une grosse partie des futurs retraités qui ne toucheront jamais une pension pleine. Parce que même s'ils étaient d'accord pour aller à 64 ans, voire au-delà de 64 ans, ils ne seraient plus employés par les entreprises. C'est bien dans cette tranche d'âge que l'on a, comme d'ailleurs avec les jeunes, les gens qui sont entre 18 et 35 ans, que l'on a les plus forts taux de chômage. Donc, on peut dire que là, il y a quand même une certaine arnaque dans cette notion d'âge pivot. Jacques, le mot arnaque n'est-il pas trop fort? Et qu'en est-il des prestations? Alors oui, je comprends que le mot arnaque puisse vous faire tiquer. Maintenant, il faut regarder un petit peu sur la question des prestations. Et ce qui est intéressant, c'est quand on regarde, là encore, les statistiques de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, eh bien, on voit que la différence entre la retraite moyenne, tout compris avec les complémentaires des hommes, et la retraite moyenne des femmes, qui est là, il y a grosso modo un écart de 25%. Or, le salaire n'est, disons la différence de salaire n'est que de 15%. Pourquoi? Alors, le vrai problème, c'est que les femmes ont très souvent des carrières incomplètes. Et donc, si on applique cette même logique à l'ensemble des retraités, c'est-à-dire si on considère qu'il y aura maintenant une partie importante des retraités qui ne pourront jamais avoir de retraite complète, eh bien ça aboutira à faire baisser les prestations, et on peut estimer que cette baisse des prestations pourrait être, alors les plus optimistes disent de 5%, les pessimistes disent de 10 à 12%, de toutes les manières, il est clair qu'elle sera sensible. Alors Jacques, pour résumer, cette réforme va-t-elle vraiment faire baisser le montant moyen des pensions? Oui, en moyenne, c'est absolument inévitable. Alors, face à cette question de la baisse des pensions, il est clair que les travailleurs les plus aisés, ceux qui ont les meilleurs salaires, eh ben, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre des assurances privées pour, je dirais, compenser la perte des prestations de l'assurance vieillesse. Et
D'ailleurs, c'est évident. Les grandes compagnies d'assurance se frottent les mains à cette idée. Mais en réalité, ce à quoi on va assister, c'est bien à une paupérisation globale de l'ensemble des retraités. Dès la fin du mois d'août, on sentait que la rentrée allait être chaude. Estelle Farge faisait le point sur les difficultés que le gouvernement allait affronter. Écoutons-la. Après un retour sur la scène internationale au G7 qui aura lieu du 24 au 26 août prochain, Emmanuel Macron et sa majorité vont devoir se plonger dans les grands chantiers nationaux de la rentrée. Ils sont nombreux et tous plus délicats les uns que les autres. De réformes particulièrement explosives attendent le chef de l'État, à commencer par la réforme des retraites. La publication fin juillet des recommandations de Jean-Paul Delevoye sur les retraites a provoqué une levée de boucliers chez les partenaires sociaux. Les syndicats FO et CGT ont déjà annoncé des journées d'action fin septembre contre cette future réforme. Pour tenter de déminer le terrain, des discussions sont prévues les 5 et 6 septembre prochains entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Parmi les tracas de la rentrée, la grogne des agriculteurs. Après un été marqué par de nombreux saccages de permanence de députés LREM qui ont voté en faveur du CETA, Emmanuel Macron et son gouvernement vont devoir s'employer à éteindre l'incendie. Les motifs de colère ne manquent pas au sein du monde agricole. Une colère entretenue aussi par les périodes de canicule et de sécheresse subies cet été. Sur la table de la rentrée sociale aussi, la crise des urgences et ses grèves qui durent depuis maintenant 5 mois. À la mi-août, 200 services étaient encore mobilisés. Les 70 millions d'euros débloqués pour tenter d'enrayer cette crise n'auront pas suffi. Les personnels réclament davantage de moyens et d'effectifs. Vous l'aurez compris, le mois de septembre est chargé pour la majorité. Après un été plutôt calme, c'est en marchant sur des œufs qu'Emmanuel Macron devrait aborder sa rentrée. De nombreux syndicats ont appelé à une grève illimitée à partir du 5 décembre. Dernière organisation à rejoindre le mouvement social, Sudrail, ce mardi. Une grève pour protester notamment contre la réforme des retraites qui vise à mettre fin aux régimes spéciaux. Des avocats dans la rue, qu'est-ce qui suscite votre mécontentement aujourd'hui? En fait, nous nous opposons à la réforme sur 3 points. Le premier point, c'est le doublement de nos cotisations retraite. Actuellement, le taux de cotisation de retraite des avocats est de 14%. Avec la réforme de M. Delevoye, il va passer à 28%. Donc ça va alourdir les charges de cotisation retraite des avocats, ça va les précariser et il risque d'y avoir des fermetures de cabinets. Le deuxième point, ça concerne la retraite de base. Actuellement, la retraite de base minimum des avocats est de 1 450 €. Et avec le régime universel, cette retraite de base va passer à peu près à 1 000 €, donc un tiers en moins. Et le dernier point, c'est la confiscation par les pouvoirs publics des réserves constituées par la CNBF, qui gère en fait, qui est l'entité qui gère la retraite des avocats. Nous avons constitué 2 milliards de réserves et l'État va faire un hold-up sur ces réserves et il va tout simplement nous les prendre. Voilà. C'est une atteinte à notre droit de propriété. Ces réserves qui ont été constituées en fait par les avocats, par leur cotisation. Tout part du 13 septembre à Paris parce que la RATP manifeste et fait une grève contre la réforme qui vise à supprimer son régime spécial. En fait, les cheminots de la RATP ont des règles un petit peu particulières pour partir en retraite. Le 13 septembre, ils arrivent à bloquer tout Paris. À partir de là, ils annoncent que la grève sera reconduite le 5 décembre. Et entre-temps, il se passe quelque chose. Mi-octobre, il y a un accident qui a lieu à Charleville-Mézières. Un TER percute un convoi exceptionnel qui est bloqué à un passage à niveau. Il y a une grosse émotion du côté des cheminots parce que ça aurait pu être un carnage. Ils font valoir leur droit de retrait et ils réussissent à bloquer toute la France. Et là, on se dit, RATP plus SNCF, ça peut être un gros mouvement. Dans les autres secteurs, ça commence par les hôpitaux. Les hôpitaux, ils sont en grève depuis 8 mois. Les manifestants disent que les infirmières, les aides-soignants, les personnels de santé sont au bord du burn-out. Ils demandent une revalorisation des salaires, la fin des fermetures des lits
et une hausse des effectifs. Le gouvernement avait peur d'une contagion du mécontentement, du coup il a annoncé un plan d'urgence, mais ça n'a pas convaincu les personnels soignants qui pourraient se joindre à la grève du 5 décembre. Un autre secteur en tension, ce sont les étudiants. Le 10 novembre, il y a un étudiant de 22 ans qui s'est immolé devant un Crous à Lyon. Ça a provoqué une grande émotion chez les étudiants qui se sont mobilisés pour dénoncer la précarité de la vie étudiante. Ce sont les premiers concernés par la réforme des retraites. Donc du coup, on se doute qu'ils seront présents le 5 décembre. Au sein des forces de l'ordre, la situation est aussi extrêmement tendue. Après un an de mobilisation tous les samedis avec les Gilets jaunes qui ont été violentes, ils sont aussi concernés par la réforme des retraites parce qu'eux aussi ont un régime spécial. À 4 mois des municipales, autant dire que le gouvernement n'a pas envie de rentrer dans une guerre des tranchées comme en 1995. Alors du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il a proposé une concertation avec les Français. Il a invité les syndicats à Matignon pour des réunions. Le calendrier est peut-être repoussé, on ne sait pas encore. Les syndicats ont constaté la fébrilité du gouvernement et la semaine dernière, il ne se passait pas un jour sans que les rédactions ne reçoivent un communiqué de presse des syndicats de telle profession qui disaient qu'elles partaient en grève et soutenaient la grève du 5 décembre. Tout est parti d'une interview de Jean-Paul Delevoye au Parisien mercredi. Le monsieur retraite du gouvernement répondait à nos confrères sur la future réforme dont il a la charge. C'est sa réponse à propos de la clause du grand-père qui aurait provoqué l'ire du couple exécutif. Toujours selon le Parisien, la clause du grand-père est en quelque sorte présentée comme le joker du gouvernement. Elle permettrait à l'exécutif de réserver la réforme aux nouveaux entrants sur le marché du travail. Une carte que le gouvernement pourrait envisager d'abattre si la contestation devenait trop forte. Mais dans les colonnes du Parisien, Jean-Paul Delevoye a jugé qu'il était impossible de mettre en place cette clause, ce qui reviendrait à abandonner la réforme. Jeudi, à la sortie du Conseil des ministres, Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement, a tout de suite enterré le moindre soupçon de divergence et a éludé l'idée même d'un recadrage. Toutes les options concernant cette réforme des retraites sont donc encore sur la table. À noter la mobilisation contre ce texte du 5 décembre prochain. Plusieurs syndicats ont appelé à une journée de grève interprofessionnelle et elle s'annonce très suivie. La police en colère, ça ne date pas d'aujourd'hui, mais là, la colère monte, et elle monte de semaine en semaine. 3 syndicats importants, Alliance, UNSA et Synergie Officier, appellent les policiers à se mobiliser le 5 décembre. Stanislas Godon, secrétaire national du syndicat de police Alliance, est avec nous. Stanislas Godon, bonjour. Bonjour. Vous appelez les policiers à se mobiliser le jeudi 5 décembre ? Oui, nous avons lancé en fait un ultimatum au gouvernement parce que si le chef du gouvernement, il y a quelques semaines, avait prononcé le mot d'irresponsable, il est à la tête d'irresponsables qui n'ont pas entendu la colère des policiers. 27 000 policiers dans la rue, c'est inédit, de tous les corps, de toutes les filières. Nous ne comprenons pas pourquoi il y a une ignorance, un mépris vis-à-vis des policiers. Personne ne nous a appelés, on nous explique pas, on nous donne pas de réponse par rapport à la réforme des retraites, par rapport à l'amélioration des conditions de travail. Donc oui, nous sommes en colère, nous avons lancé un ultimatum et nous allons lancer des actions si nous ne sommes pas entendus, parce que ça suffit. Maintenant, les paroles, les bonnes paroles, les paroles politiques doivent s'arrêter. Maintenant, on veut des actes très concrets pour les policiers. L'histoire de la clause du grand-père montrait bien la peur du gouvernement face à la mobilisation du 5 décembre. Si même les policiers s'y mettent, tout est à craindre pour lui. Il a donc décidé de contre-attaquer. Vous constaterez avec moi que le 5 décembre est quelque chose d'étrange. Parce qu'au fond, ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'il va y avoir donc une mobilisation massive contre une réforme dont on ne connaît pas les termes exacts. Ce qui est vrai. C'est simplement parce que cette mobilisation est avant tout la mobilisation de salariés d'entreprises qui relèvent des régimes spéciaux. Donc c'est une mobilisation contre la fin des régimes spéciaux. Mais c'est l'engagement que j'ai pris devant les Français. Et je suis scandalisé, mais vraiment scandalisé à l'idée que le gouvernement explique désormais que ce serait la journée des privilégiés. Mais de quoi parle-t-il? Franchement, de quoi parle-t-il? S'il veut vraiment s'attaquer à un régime spécial, il y a un régime spécial qu'il a ouvert il y a 2 ans et demi. C'est le régime des
grandes fortunes de ce pays. Eux, ils ont eu la fin de l'ISF et la flat tax. C'est 5 milliards par an que ça coûte à l'ensemble des Français. Ça, c'est un régime spécial. Et celui-là, je n'ai pas entendu qu'il veuille l'abolir. Olivier, place à l'actu de la semaine. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a annoncé le 4 avril dernier que les retraites chapeau versées aux dirigeants d'entreprise allaient être limitées par la loi à 30% du salaire. Par ailleurs, un dirigeant ne pourra pas cumuler cette somme avec celle versée au titre d'une clause de non-concurrence. Olivier, en 2 mots, une retraite chapeau, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ce plafonnement à 30% est une bonne idée? Vous savez, c'est ces dirigeants qui, malgré le fait qu'ils aient quelquefois mis la société en difficulté ou autre, hein, qui partent avec quelques millions dans la poche, donc indépendamment de la performance économique qu'ils ont réalisée. Donc en effet, les limiter me paraît pas totalement aberrant, en tout cas dans certains cas. Simplement, rassurez-vous, quand vous avez des sociétés, et c'est souvent des sociétés qui sont des sociétés internationales, des sociétés du CAC 40, souvent, eh bien, il y a X dizaines de moyens de lui payer ailleurs, dans d'autres pays, etc. Donc ça ne changera pas grand-chose, rassurez-vous, pour le dirigeant qui pourra toujours détourner la chose. Maintenant, sur le fait, en effet, parce qu'il y a souvent eu quand même des retraites qui ont été indécentes. Donc des retraites chapeau qui ne se justifiaient pas et qui étaient indécentes. Donc pourquoi pas, simplement, il faudra surveiller la manière dont c'est fait. Pour le reste, le régime spécial des cheminots, il est en voie d'extinction, on le sait tous très bien, puisqu'il y a eu des réformes en 2011, en 2018, etc. Enfin, donc il y a eu des réformes successives qui ont déjà soumis au droit commun progressif le régime des cheminots. Les régimes spéciaux, est-ce que vous voulez supprimer le régime spécial des militaires ? Personne ne veut le supprimer, même pas le gouvernement, qui lui considère qu'il faut continuer à valoriser ce régime spécifique. Pour les pompiers, pareil. Pour les gendarmes, pareil. Donc alors de quoi parle-t-on ? On veut désigner à la vindicte populaire les seuls cheminots parce qu'ils font grève le 5 décembre. Vous avez vu que la Macronie a déclaré la guerre aux privilèges. S'il s'agit des chômeurs, il faut qu'ils le disent. Ceux qui vont perdre avec la mauvaise réforme des allocations chômage. S'il s'agit des enseignants qui vont perdre 600 € par mois dans le cadre de la nouvelle réforme des retraites, il faut qu'ils le disent. S'il s'agit des 800 000 personnes qui vont être percutées par la mauvaise réforme des APL, dont les étudiants, il faut que le gouvernement assume sa chasse aux privilégiés. Moi, je pense que l'INSEE vient de le dire, les privilégiés ne sont pas là, qu'ils figurent dans les 10% les plus riches, ceux qui ont été préservés par le président Macron. Et donc, il y a le feu au lac pour le gouvernement. Ils appréhendent le 5 décembre. Les Français ont très bien compris ce que le gouvernement essayait de faire, c'est-à-dire il les amènera à avoir des retraites moindres ou à travailler plus longtemps. Je dis que les Français refusent ceci et que le gouvernement n'assume pas ce triste dessein. Or, ça donne le sentiment effectivement que plus personne ne comprend rien puisque le gouvernement refuse d'assumer la réalité de ce qu'il est en train de mijoter. Je crois qu'en fait, le président ne comprend pas que son vieux manège de dresser les Français les uns contre les autres ne marche plus. Parce qu'il suffit de comprendre que la réforme à points va léser tous les Français. Donc le 5, c'est la protestation de tout un peuple contre la destruction et la paupérisation des retraités. Le gouvernement est dans un moment d'affolement parce qu'il n'a toujours pas réussi à régler, à purger, si je peux dire, la crise morale et psychologique et sociale qui avait été celle des Gilets jaunes, qui s'est finie et qui s'est effilochée, mais qui a surtout été marquée par une violence policière et judiciaire absolument sans précédent. Et cette plaie-là, cette blessure-là n'est toujours pas cicatrisée, que le voilà de nouveau à l'assaut du reste du pays, c'est-à-dire des braves gens qui arrivent vers l'âge de la retraite et se demandent avec angoisse quel va être leur sort. Nous lui disons, stop, arrêtez. Si vous arrêtez, vous avez une chance que les choses puissent se passer en bon ordre dans notre pays, c'est-à-dire dans le dialogue, la discussion. Mais sinon, si vous cherchez la bagarre, vous allez la voir. Hein. Il ne vous aura pas échappé que ça fait quand même maintenant quelques mois que les uns les autres, parfois inspirés par des logiques politiques, politiciennes, ou par une vision de la société que je ne partage pas, veulent en effet à chaque occasion créer le désordre. Je pense que ça ne doit pas conduire à confondre les combats. Le syndicalisme est important dans notre pays. Le droit de manifester aussi, il faut qu'il soit respecté. S'il est respecté, il doit se faire dans un cadre. C'est le cadre de la non-violence pour que
les expressions des opinions puissent se faire en respectant l'ordre public. Tous ceux qui franchissent cette ligne, au fond, sont les ennemis du droit de manifester et d'exprimer leur opinion. Et je crois que toute formation politique, comme toute formation syndicale, s'honorerait à exprimer clairement ce distinguo. Il n'y a pas de démocratie s'il n'y a pas de respect. Il n'y a pas de liberté de manifester s'il n'y a pas d'ordre public qui est maintenu. Il y a malheureusement certaines forces politiques, certaines associations qui jouent le désordre et veulent la coagulation. Ce climat que certains essaient de créer, de violence, je pense qu'il menace une chose avant tout, c'est la liberté de manifester, qui a une contrepartie, le respect de la liberté des autres et l'ordre public. Monsieur Macron a une étrange conception de la démocratie. Il pense qu'une fois qu'il est élu, il a tous les droits. Il pense que l'Assemblée nationale ne sert à rien. Non, mais il rêve. Ici, c'est la France. C'est une démocratie, une république. On a l'habitude de discuter. Quand il y a un grand projet, ben, ma foi, tout le monde s'y met. Et à la fin, c'est le peuple qui tranche. Alors, je pourrais dire aussi que lui instrumentalise la souffrance des gens, instrumentalise la peur, instrumentalise la violence qu'il a déployée dans le pays pour faire peur aux gens, instrumentalise la pauvreté qu'il a déchaînée dans le pays pour essayer d'obtenir une sorte d'état de résignation des Français. Eh bien, il ne l'aura pas. Pour terminer cette vidéo, nous allons écouter les avis successifs de François Boulot, Manon Bry, Adrien Quatennens, François Asselineau et Jean-Luc Mélenchon. Moi, je rejoins tout à fait ce que vient de dire Priscilla et je pense que véritablement le jaune rend fou le pouvoir exécutif à telle enseigne que le 14 juillet, les instructions étaient données aux forces de l'ordre d'aller éclater les ballons jaunes que les manifestants étaient venus apporter pour protester contre la politique d'Emmanuel Macron. Après, je crois que sur la question de gilet, pas gilet, il faut en revenir aux fondamentaux. Quel est l'objectif du mouvement ? Changer la politique dans ce pays. Qu'enfin, il y ait une alternative, que Emmanuel Macron change de cap ou qu'il y ait un changement de politique, peu importe le moyen, mais qu'on arrête le massacre, qu'on arrête de précariser les gens. Donc, si pour ça, il faut enlever le gilet, parce que c'est un frein pour d'autres citoyens qui ne se sont peut-être pas, qui ne seront pas mobilisés sur le terrain. Mais on voit que durant le mouvement, en parallèle, des foyers de contestation sont nés ici ou là dans la société française. Les enseignants se sont mobilisés, les personnels de santé se sont mobilisés et se mobilisent encore. Les pompiers sont également mobilisés. Bon, vous avez plein de corps de la société qui se mobilisent. Les urgentistes, les médecins. Exactement. Et les avocats également contre la réforme des retraites. Et donc les professions libérales en général, et les pilotes de ligne également. Bon. Donc ces gens-là n'ont pas revêtu le gilet. Donc je crois qu'il est temps de dire aujourd'hui, écoutez, si vous voulez mettre le gilet jaune, vous mettez le gilet jaune. Mais si vous avez un gilet rouge ouvert ou pas de gilet du tout, de toute façon on s'en moque. Maintenant il est temps que ce soit les citoyens, le plus largement possible, le peuple, ou en tout cas dans sa grande majorité, qui se mobilise pour dire stop au massacre. Et je pense que la fenêtre de tir, ce sera véritablement le 5 décembre prochain, parce que un appel à la grève est lancé par des secteurs stratégiques, les transports, RATP, SNCF et transports routiers. Et je crois qu'il faut se saisir de cette occasion avec un objectif bien précis. Il n'est pas nécessaire que tout le monde se mette en grève. Vous voyez, quand les avocats ils se mettent en grève, ils pénalisent leurs clients et eux-mêmes. Donc ça ne sert pas à grand-chose. On ne pénalise pas l'État, ni l'économie. Il faut que les secteurs stratégiques soient en grève et il faut que, le plus largement possible, ils soient soutenus par la population. Ce qui a donné le souffle au mouvement des Gilets jaunes, ce qui a donné sa force, c'est en partie le fait qu'il y ait un soutien pendant des semaines de plus de 70%. Donc il faut qu'en quelque sorte, les gens, par procuration, mènent le combat en donnant à ceux qui véritablement ont un impact sur l'économie d'aller le porter, et que dans ces conditions, ces gens-là ne s'arrêtent pas pour leurs avantages catégoriels qu'ils pourraient négocier, mais se battent effectivement pour tout le monde, parce qu'il y aura un soutien et une coopération en quelque sorte dans le cadre du mouvement de grève. Alors voilà, il faut comprendre quel est l'enjeu d'abord. On a un système des retraites, il faut imaginer un gâteau que doivent se partager les retraités. Aujourd'hui, c'est 14% du PIB. S'il y a davantage de personnes autour de la table pour se partager ce gâteau, mécaniquement, chaque personne, chacun d'entre nous autour de cette table, aura une partie plus petite, voire des miettes. Donc nous pensons qu'il faut augmenter la taille du gâteau. Comment on augmente la taille du gâteau? En augmentant notamment les cotisations sociales. Il y a plein de manières d'augmenter les cotisations sociales. On parle beaucoup d'égalité femmes-hommes aujourd'hui à la suite de cette mobilisation de samedi dernier de nous toutes. Vous pouvez par exemple augmenter les cotisations sociales des entreprises qui ne respectent pas l'indice d'égalité professionnelle femmes-hommes, qui n'ont pas 100%, parce qu'aujourd'hui il faut 100%. Cet indice a été mis en place par le gouvernement. Si vous leur dites qu'elles sont taxées, elles vont y arriver.
Et si elle arrive, qu'est-ce qu'il se passe? Mécaniquement, les salaires augmentent, l'écart de salaire femmes-hommes qui est de plus de 20% est comblé, et donc il y a plus de cotisations sociales qui sont payées. À partir du moment où les salaires augmentent, les cotisations sociales augmentent, c'est pour ça que le plein emploi facilite aussi le financement des retraites, et là alors vous pouvez augmenter ce fameux gâteau de telle sorte à ce que chaque retraité puisse avoir un niveau de vie décent et digne. Pour vous, il ne faudra pas passer ni par un report de l'âge de départ à la retraite, ni par une augmentation de la durée de cotisation? Non, pour plusieurs raisons. D'abord parce que l'espérance de vie en bonne santé recule. Donc si vous augmentez l'âge de départ à la retraite, ça veut dire que mécaniquement, vous allez avoir des personnes qui sont qui partent à la retraite dans des conditions difficiles, et sachant qu'il y a un écart d'espérance de vie important en fonction des métiers, de 7 ans entre un cadre et un ouvrier. Ça, c'est la première raison. Et puis la deuxième raison, si vous savez, en réalité, il y a près d'un actif sur 2, au moment où il part à la retraite, en réalité, il est déjà au chômage. Donc en repoussant l'âge de départ à la retraite, en fait, vous déshabillez Pierre pour rhabiller Paul, parce que ça passe du système de chômage au système de retraite, et vous ne réglez pas du tout le problème de l'emploi chez les seniors. Et donc, en réalité, la véritable solution, c'est de se poser la question de comment on peut financer davantage. Je parlais, par exemple, de l'égalité femmes-hommes comme un des outils et un des leviers, mais c'est évidemment pas Quand le le seul. président dit la mobilisation du 5 décembre, c'est une mobilisation pour les régimes spéciaux. Et il cite le chauffeur de bus de la RATP, il part à 57 ans, mais celui qui est dans une collectivité locale, qui fait exactement le même travail, il part à 62. Finalement, est-ce que le système actuel n'est pas injuste? Vous savez, c'est la stratégie classique de diviser pour mieux régner. C'est historique dans les mobilisations sociales, c'est toujours un outil classique. Il ne faut pas oublier que mais l'injustice existe. Les régimes spéciaux aujourd'hui représentent 3% des retraites. 3% des retraites. Aujourd'hui, la mobilisation qui va avoir lieu le 5 décembre, et je le redis ici, c'est pour tout le monde, parce que nous serons tous perdants. Je vous le disais, à partir du moment où on est plus autour du ghetto, et ben on sera tous perdants. Mais est-ce qu'il faut les supprimer, ces régimes spéciaux? Mais non, les régimes spéciaux, ils ont été mis en place pour souvent compenser des conditions de travail difficiles. Pour vous, il ne faut pas y toucher? Non, vous pouvez les moderniser, vous pouvez les uniformiser entre eux, parce qu'il peut y avoir différentes inégalités. Le maçon dans le privé qui est debout à 5 h du matin, qui porte des charges, il part à 62 ans. Et le cheminot qui est dans un TGV, c'est quand même un peu plus confortable, il part à 52. Et pourquoi, quand il faut harmoniser, il faut toujours harmoniser par le bas? Moi, je dis qu'aux maçons qui travaillent dans des conditions difficiles, en effet, il ne faut pas qu'ils partent à la retraite à 62 ans, mais à 60 ans, il faut qu'ils partent plutôt à la retraite. Et donc, c'est pour ça que c'est important que cette mobilisation, en réalité, il faut bien l'avoir en tête, elle est pour nous toutes et nous tous. Moi, je suis née en 1989 et on fait souvent la blague des gens de ma génération, et je suis sûre que s'il y a des jeunes qui nous regardent, ils doivent le penser, de se dire notre génération, on n'aura pas de retraite. C'est ce que disent même mes amis qui sont un peu résignés. D'ailleurs, pour la génération 1990, on estime, avec la réforme annoncée, que ce serait un départ à la retraite autour de 67 ans environ. Mais vous imaginez dans quelle société on va vivre alors que l'espérance de vie en bonne santé est autour de 63-64 ans. En bonne santé, je dis, pas l'espérance de vie tout court. Oui. Et donc, un départ à la retraite à 67 ans. Et puis quoi, ça va être, d'ici que moi je parte à la retraite, 70, 72, 75 ans. C'est sans fin comme système. Est-ce que pour vous, il faut un référendum sur ce sujet, sur cette réforme des retraites? On est toujours favorable à des mécanismes de démocratie directe. Et en l'occurrence, ça peut être une bonne solution, je pense, à un référendum. Malheureusement, je crois que le gouvernement est plutôt hostile. En tout cas, vous êtes favorable. Bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, les derniers sondages qui sont sortis démontrent la grande inquiétude des Français sur la réforme des retraites. Alors, quand on fait un référendum, il faut être vigilant à la question que l'on pose. Donc, je me prononcerai sur une question précise. Mais le principe de consultation directe des Français sur une réforme aussi majeure que celle-là, oui, je pense que la démocratie directe nous offre cet outil-là. Le gouvernement est, cela dit, plutôt réfractaire à l'utilisation des référendums au vu de notre expérience sur l'aéroport de Paris, où il y a la demande d'un référendum. On espère qu'on va obtenir le million de signatures et qui va pousser le gouvernement à défaut d'obtenir le référendum.
Dans le cas de la campagne pour l'aéroport de Paris, il faut en réalité plus de 4 millions de signatures, mais on espère qu'avec 1 million de signatures, on peut faire la pression sur le gouvernement. Et au vu de la mobilisation qui va avoir lieu pour les retraites à partir du 5 décembre, on va en parler. J'espère que le gouvernement va revenir à la raison et de se dire que pour une fois, ce serait bien d'écouter les Français. Il est passé en force avec des réformes sociales terribles, on pense notamment à l'assurance chômage. J'espère que pour celle-là, il ne précipitera pas le calendrier, prendra le temps véritablement d'écouter les Français. On va en parler du 5 décembre. Geoffroy Roux de Bézieux, le patron du MEDEF, dit que cette mobilisation du 5 décembre, elle touchera peu le privé, qu'il n'y aura pas de contagion au privé comme ça a été le cas en 95. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'espère qu'on lui apportera la meilleure réponse possible le 5 décembre. On en jugera le 5 décembre au soir. Je sais aussi que c'est pas facile une mobilisation sociale. D'abord parce que quand vous êtes en grève, vous perdez une journée de salaire et ça se comprend que beaucoup de gens qui sont dans le privé, qui galèrent à finir leur fin de mois, qui sont en SMIC, soutiennent la mobilisation mais se disent en même temps c'est perdre une journée de salaire. En même temps, je vois de la part du gouvernement, de la part du MEDEF, qui soit dit en passant, tiennent exactement le même discours sur le fond, essaie déjà de diminuer en avance la mobilisation du 5 décembre, qui s'annonce quand même assez suivie. Et 1995 sera en effet un bon point de comparaison. Oui, mais en 1995, justement, je vais vous poser la question, ça a continué après. Là, au fond, le gouvernement peut se dire, comme avait fait Fillon en 2003 et en 2010, il y a eu un jour de mobilisation, j'ai toujours des interlocuteurs qui sont la CFDT, qui sont le patronat. Est-ce que vous appelez à continuer à bloquer le pays ou à mener des actions juste après, à prolonger le mouvement ? C'est les syndicats qui vont en décider, les personnes mobilisées dans chaque entreprise, mais je constate déjà qu'il y a des préavis de grève reconductibles chez plusieurs syndicats et dans plusieurs branches sectorielles. Et puis vous parliez de la CFDT cheminot par exemple, a appelé à la grève du 5 décembre. Donc c'est bien la démonstration qu'aujourd'hui, même les syndicats sur lesquels pensait compter le gouvernement à leur côté. C'est que les cheminots, la CFDT, pas, oui, c'est la Confédération. C'est que les cheminots, mais j'entends quand même de plus en plus Laurent Berger monter au créneau sur la réforme des retraites. Tant mieux, vaut mieux tard que jamais. Il veut la retraite à point, il faut le préciser. Oui, il veut la retraite à point et ça fait partie des points de désaccord en effet que nous avons avec Laurent Berger et la CFDT. Parce que le gouvernement de sortir de l'ambiguïté. De sortir de l'ambiguïté, mais il faut souvenir la retraite à point, ça paraît hyper technique, mais c'est en réalité individualiser davantage votre système de retraite et transférer une partie du système de retraite au privé. D'ailleurs, les pays qui sont passés au régime à points, notamment dans les pays nordiques, le regrettent, y compris du côté des forces politiques qui étaient initialement en faveur de ce dispositif. La réforme des retraites, maintenant, venons-en avec la semaine prochaine, le mouvement du 5 décembre. Est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement là, cherche à gagner du temps, puisqu'il y aura une réponse d'Édouard Philippe, simplement, a-t-on appris hier soir, que dans quelques semaines ? Le gouvernement cherche absolument à gagner du temps. Ce qu'on a vu, c'est que à chaque fois maintenant qu'ils avancent sur la réforme des retraites, le gouvernement nous dit « rassurez-vous, rien n'est décidé ». Mais à ce train-là, on sera en train de voter la loi qui nous diront « rassurez-vous, rien n'est décidé ». Non, la vérité, c'est que le gouvernement noie le poisson sur son objectif réel. Ce qui me permet sur les retraites. Ce qui me permet de dire très tranquillement à votre micro que tout le monde a intérêt au succès de la mobilisation du 5 décembre et de ses suites. Parce que dans l'affaire des retraites telle qu'elle est préparée par le gouvernement, il n'y aura que des perdants. Je le redis à votre micro, il n'y aura que des perdants et tout le monde est concerné. Tout le monde, sans exception. On parle beaucoup des régimes spéciaux qui permettent au gouvernement finalement d'attiser les divisions, mais ces régimes spéciaux ne pèsent que 3%. 3 petits pourcents de la population active. Les 97% autres dont on parle moins sont concernés et vont y perdre. Pourquoi ? Parce que la décision centrale du gouvernement, s'il fallait comprendre en 2 mots la réforme des retraites, c'est que jusqu'alors, à chaque fois que la part des seniors dans la population de ce pays a augmenté, on allouait plus de ressources au financement des retraites. Tout le monde le comprend. Et là, pour la première fois, Emmanuel Macron veut procéder à une rupture historique. Alors que les courbes démographiques montrent que cette part des seniors dans la population va continuer à augmenter, Emmanuel Macron lui dit « on va plafonner les ressources allouées aux retraites à 14% du PIB ». Donc il y a un décrochage de courbes. S'il fallait le schématiser pour être moins technique, en gros, on sait qu'on va être toujours plus nombreux à table, démographiquement, mais Emmanuel Macron dit « je refuse de cuisiner un plus gros gâteau ». Donc le système par points, en fait, ça n'est qu'un outil pour faire quoi ? Pour couper de plus petites parts du gâteau. Tout le monde va y perdre. Comparativement au système actuel,
je vous le dis, il faudra soit travailler beaucoup plus longtemps, soit admettre que les pensions vont baisser. Et les seuls qui s'en réjouissent, vous l'avez vu, ce sont les assureurs et les banques, qui voient que si le système par répartition qu'Emmanuel Macron prétend défendre devient indigent, vont dire bien très bien, les gens vont pouvoir en Quand quelque même, sorte... il y a des avancées, par exemple, plus de retraite en dessous de 1000 euros. Alors, on parle du minimum vieillesse qui serait revalorisé. C'est pas exactement pareil qu'une retraite à 1000 euros. Moi, par exemple, j'ai une proposition à vous faire s'agissant du bon niveau de pension, c'est de dire que pour une carrière complète, aucune pension devrait être inférieure au SMIC. En fait, la vraie question qui nous est posée, s'agissant des retraites, c'est que voulons-nous pour nos vieux jours ? Quelle idée politique nous faisons-nous de ce que doit être la retraite ? Pour moi, contrairement à Emmanuel Macron, je ne crois pas que la retraite, ça soit un problème ou une équation à résoudre sur un comptable. Il faut qu'on finance tous un petit peu plus, alors. Alors, répondons à cette question. D'abord, quel objectif politique poursuivons-nous ? Emmanuel Macron, quand vous lui demandez, Monsieur Macron, que voulez-vous pour nos vieux jours, il vous répond faire des économies sur votre dos, en quelque sorte. Moi, si je me pose la question, je réponds, il faut qu'on puisse partir à un âge décent. Qu'est-ce qu'un âge décent ? C'est un âge qui fait que l'on n'est pas cassé par le travail ou malade. L'espérance de vie en bonne santé dans notre pays, vous savez de combien elle est ? Elle est de 63 ans. Or, avec le système par points, ce qui nous est promis, c'est de travailler au-delà de l'espérance de vie en bonne santé. Et j'attire votre attention sur le fait que déjà aujourd'hui, travailler plus ne fonctionne pas. Je vous demande d'entendre que dans ce pays, il y a 300 000 chômeurs de plus de 60 ans qui, pour l'essentiel d'entre eux, ont leurs années de cotisation, qui ne peuvent pas partir en retraite. Un actif sur deux qui n'est plus en emploi. Mais c'est vrai aussi, Adrien Quatennens, que c'est vrai aussi. Vous êtes né en 1990. En 1990, les gens ne vivaient pas aussi vieux et qu'aujourd'hui, beaucoup vont jusqu'à 90 ou 100 ans. Roger. Et donc, non, mais il faut financer. Alors, tout j'y viens. Mais songez à une chose. Quand on nous dit, mais oui, mais messieurs, dames, on vit plus longtemps. Il va donc falloir travailler plus longtemps. En réalité, pas on se forcément travailler, mais c'est-à-dire que ça a un coût de vivre plus longtemps. Vous posez la bonne question. À la fois dans les hôpitaux. Vous posez la bonne question. Parce qu'effectivement, travailler plus longtemps, ça ne fonctionne déjà pas aujourd'hui. Je viens de vous en faire la démonstration. Et puis surtout, moi, je pose la question, finalement, effectivement, c'est à mesure que le temps de travail a diminué dans la vie que l'espérance de vie a aussi augmenté. Et on le comprend. Alors, vous avez raison, la question, c'est comment on finance. D'abord, objectif politique, pour moi, la liberté de partir dès 60 ans et de faire en sorte que le niveau de vie en retraite soit maintenu. Comment on finance ? Je pose quelques pistes. Il y a des pistes à court terme. Par exemple, si on mettait fin à cette inégalité salariale persistante entre les femmes et les hommes de l'ordre de 20%, on imagine bien que pour les femmes, déjà, il y aurait des cotisations en plus pour financer les retraites. Quand nous on parle d'augmenter les salaires, par exemple, si on augmente rien que d'1% les salaires, ça fait 2,5 milliards de cotisations en plus. Quand on parle de planification écologique, de relance de l'activité, ça crée de l'emploi. 100 000 emplois créés, c'est à peu près 1,3 milliard de cotisations en plus. Maintenant, il y a aussi deux autres objectifs sur le financement. Pourquoi ne pas mettre à contribution les revenus du capital ? Parce que la question des retraites, c'est aussi la question du partage de la valeur. Un salarié français en 1980 travaillait en moyenne 9 jours par an pour rémunérer les actionnaires. C'est 45 jours par an aujourd'hui. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer qu'il y ait une meilleure répartition de la valeur ? Et enfin, et je termine là-dessus, Patrick Roger, réhabiliter la cotisation pour ce qu'elle est. Quand Emmanuel Macron dit aux Français, en baissant vos cotisations, j'augmente votre pouvoir d'achat, je vous fais un cadeau, il ment. La cotisation, c'est une part de votre salaire qui est socialisée. Et si on vous baisse les cotisations, en fait, demain, eh bien, vous aurez moins de prise en charge sur la santé ou des retraites indigentes. Alors, voilà ce qui se prépare. Adrien Quatennens, vous avez prononcé le mot pouvoir d'achat. On a l'impression que ce qui est en train de se préparer là, pour le 5 décembre, c'est que finalement, la mobilisation, elle déborde de la réforme des retraites et elle est aussi sur le pouvoir d'achat. Certains veulent se mettre dans le mouvement. Est-ce que vous ne craignez pas justement qu'il y ait une confusion un petit peu ? Alors bon, incontestablement, dans le pays, il y a une colère sociale qui, vous avez raison, dépasse largement la question des retraites. On voit la précarité étudiante, on voit le fait qu'il y a de plus en plus de pauvres dans ce pays. Je vous demande quand même de noter qu'en 2 ans et demi d'Emmanuel Macron, c'est une extension de la pauvreté pendant que la richesse se concentre entre quelques mains. Moi, je pense néanmoins qu'il y a une erreur à pas commettre. On verra, et c'est au mouvement social d'évaluer finalement la portée de ces mots d'ordre. Mais moi, je crois que sur le terrain des retraites, le gouvernement est en difficulté. Et je pense que le gouvernement peut reculer. Parce que petit à petit, tout le monde comprend que ça va concerner tout le monde. Moi, ce que je dis, c'est rester sur un mot d'ordre, alors. Je pense qu'il faut effectivement avoir pour objectif de faire battre en retraite Emmanuel Macron sur cette réforme. Je le crois absolument. Et je crois surtout que ce qu'il va falloir faire, c'est que le gouvernement va jouer des divisions entre les Français.
il va jouer, vous savez, à chaque fois qu'il y a des grèves, entre ceux qui subissent la grève et ceux qui la font. D'abord, la grève, personne n'aime particulièrement ça. Hein. Ceux qui la font, c'est dur pour eux aussi. Ceux qui la subissent, on comprend pourquoi. Mais moi, je dis une chose. Le 5 décembre et après, grévistes et non grévistes ont un intérêt commun au succès de la mobilisation. Ceux qui vont se plaindre des grèves, ils doivent entendre, et on fera le boulot, que eux aussi, à titre même individuel, ont intérêt à cette réforme ne se fasse pas. Vous-même, tous ceux qui sont dans ce studio, tout le monde va être concerné et tout le monde va y perdre. Et Monsieur Delevoye, je me suis retrouvé en face de lui à plusieurs reprises, face à quelques arguments, ne peut pas faire la démonstration du contraire. Vous espérez un décembre 95 ? J'espère que le gouvernement... Vous n'avez pas connu, vous aviez 5 ans. J'avais 5 ans, j'ai suivi ça de très loin, effectivement. J'espère en tout cas que le gouvernement remballe sa réforme. Voilà ce que j'espère d'abord et avant tout. Le 5 décembre, c'est un rapport de force qui s'engage, parce que le gouvernement, effectivement... Et ça a commencé avec les agriculteurs, vous les soutenez là, ce matin ou pas ? Évidemment, parce que la situation des agriculteurs dans ce pays, elle est quand même tout à fait catastrophique. Il se suicide un agriculteur tous les 2 jours. Et un agriculteur sur 3 gagne moins de 350 € par mois. Ce n'est pas possible. Et je vais vous dire, la politique d'Emmanuel Macron... Vous faites attention quand vous achetez vos tomates, vous, d'où elles viennent ? Le plus possible en tout cas, c'est clair. Le plus possible en tout cas. Mais parce que aussi, j'en ai la possibilité. Vous savez, il y a des gens qui sont dans un modèle qui fait qu'on cherche d'abord à consommer moins cher. Sauf que derrière le moins cher, il y a des producteurs aussi, à qui on fait des injonctions à produire moins cher. Je pense que ça n'est pas le bon modèle. Et que pour le coup, quand on parle d'augmentation des salaires, je vous demande de croire que les petits revenus à qui vous augmentez les salaires, ils vont pas aller faire boursicotage et compagnie. Ils vont mieux consommer. Derrière aussi ce mouvement. Écoutez, peu importe, en réalité, ce qu'il faut dire une chose, c'est que le modèle qu'Emmanuel Macron continue de développer, de ce libre-échange comme le traité CETA, qui déménage le monde et qui va mettre en difficulté nos agriculteurs, est un modèle obsolète. S'agissant de nos agriculteurs, il faut quelque part pouvoir les libérer des injonctions du marché. Il faut les libérer d'un modèle qui est imposé par la Commission européenne et par Bruxelles, notamment cette PAC, qui encourage à un modèle agricole obsolète. Il faut passer d'une agriculture intensive en chimie, qui empoisonne la terre, les hommes et les agriculteurs au premier chef, et nous avons à une agriculture paysanne. Sans doute l'agriculture la plus raisonnable dans le monde. On peut faire beaucoup mieux, et je vous demande de croire que les agriculteurs ont besoin d'être accompagnés pour changer de modèle. Mes chers compatriotes, nous sommes ce soir le dimanche 24 novembre 2019 et je voudrais vous dire un mot de la grande journée de protestation unitaire qui va se dérouler le 5 décembre prochain, dont l'objectif est de manifester principalement contre la réforme des retraites, mais au-delà contre l'ensemble des politiques menées par Emmanuel Macron et son gouvernement. Mon sentiment, c'est que c'est une manifestation, c'est une journée qui s'annonce quand même extrêmement suivie, puisque on ne compte plus finalement le nombre de professions qui ont décidé de manifester ce jour-là. La France va être largement paralysée. Il va y avoir des grèves à la SNCF, à la RATP, reconductibles de façon illimitée, dans les transports routiers et urbains. Il va y avoir des grèves à EDF. Il va y avoir des grèves, ou même symboliques, mais en tout cas des mouvements de manifestation. Plusieurs syndicats de policiers, notamment Alliance, appellent à la grève dans les commissariats de police. Il va y avoir également un soutien des Gilets jaunes qui ont apporté, dont certaines organisations appellent à manifester. Il va y avoir également la manifestation des services publics, en particulier. Il devrait y avoir des grèves à la Poste. Il devrait y avoir des grèves dans les hôpitaux dont la situation est absolument calamiteuse. Même le gouvernement a compris qu'il devait faire un geste. Il va y avoir également des mouvements de grève dans l'enseignement. Il va y avoir des grèves également chez les retraités qui voient leur niveau de vie diminuer. J'en oublie sans doute au passage, tant les informations sont proliférantes sur cette question. Les étudiants également vont appeler à manifester. Alors, vous connaissez l'Union populaire républicaine, nous sommes un mouvement d'opposition ferme et résolu. Nous, notre inclination est d'appeler l'ensemble de nos adhérents, de nos sympathisants et de nos électeurs, du moins ceux qui le souhaitent bien entendu, à se joindre à ce mouvement du 5 décembre. Nous disons à toutes celles et à tous ceux qui sont adhérents, sympathisants, électeurs de l'UPR qui le souhaitent, d'y aller et de manifester. Comme par hasard, ces syndicats, comme d'habitude, vont incriminer encore et toujours Emmanuel Macron et son gouvernement sans jamais dire le moindre mot de la responsabilité première qui est notre appartenance à l'Union européenne.
c'est la réticence que nous avons à participer à ce genre de manifestation qui ne va pas au fond des choses et qui contribue à entretenir les Français qui manifestent dans l'illusion que le responsable numéro 1 serait M. Macron, le responsable numéro 2 serait M. Philippe. Vous connaissez nos analyses, nous nous expliquons qu'en réalité, M. Macron, M. Philippe ne sont en fait que des courroies de transmission d'instructions venues de la Commission européenne, notamment de ce rapport annuel des grandes orientations des politiques économiques, qui est publié chaque année pour chaque pays en vertu de l'article 121 du traité afin de veiller à la convergence des économies pour assurer, paraît-il, la survie de l'euro. Donc, dans notre esprit, on ne peut pas manifester contre la réforme des retraites, alors même que celle-ci a été expressément demandée par les institutions européennes. On ne peut pas manifester contre la réforme des retraites sans avertir nos compatriotes de la responsabilité de notre appartenance à l'Union européenne et à la zone euro dans ces décisions qui sont calamiteuses. Non, c'est la grande bataille. Alors, le pouvoir, c'est pas par quel bout vous attrapez. Hein. Bon, ils ont une peur bleue de ce qui va se passer le 5, et ils n'ont pas tort, parce que comme dans le pays tout entier, il y a un fond de mécontentement, de colère, de désappointement, et aussi, de vexation. Ça, c'est nouveau en politique. Les Français sont vexés de voir à quel point ils se sont fait avoir, et à quel point ce pouvoir leur parle mal, agit mal, les prend pour des imbéciles. Hein. Bon, là, sur la réforme des retraites, c'est typique, quoi. Ils commencent par dire 1 euro aura les mêmes droits pour chacun. Et puis, oh là là, quelle horreur, il y a 43 régimes différents de retraite. Et alors, qu'est-ce que ça peut te faire? Chacun d'entre nous n'en a qu'un. D'accord? Donc, il y a 43 régimes, et alors? Le problème, c'est pas qu'il y ait 43 régimes, c'est est-ce qu'un retraité de l'un de ces 43 régimes vit mal dans le régime dans lequel il n'a pas de revenus suffisants? Ça, c'est une bonne question. Mais le nombre de régimes, il n'y a qu'un technocrate, une tête d'œuf qui se prend la tête dans son coin en regardant « Ah là là, mon Dieu, 43 régimes ». C'est absurde. C'est totalement absurde. D'autant que ça ne concerne que 3% de la population, ces 43 régimes. Donc ça veut dire que tous les autres sont au régime général. Hein. Et ce qui est fort de café, c'est que le nouveau système Macron, avec c'est pas le permis à points, c'est la retraite à points, c'est pas 43 régimes qu'il va y avoir, c'est je ne sais combien. Parce que chacun en fonction de son âge, c'est-à-dire de la génération, à la cohorte à l'intérieur de laquelle il est, et en fonction de la durée de vie moyenne de cette cohorte, aura des résultats différents pour la valeur du point. Bon, je ne sais pas si vous avez bien compris tout ce que je viens de dire, mais ça veut dire qu'il va y avoir autant de cas, puis c'est très injuste. Moi, je suis... dans ma cohorte, ma vie n'a pas été du tout la même, assis sur ma chaise et derrière mon bureau, que la vie d'un gars qui a été toute sa vie professionnelle, je ne sais pas moi, maçon, exposé aux intempéries, à faire des métiers qui ont une dureté physique. On n'est pas usé de la même manière. J'ai qu'à voir dans quel état sont mes copains qui ont eu des vies professionnelles plus physiques que la mienne. Hein. Donc c'est totalement injuste de faire des niveaux de retraite en fonction de la mortalité dans votre tranche d'âge. Bon, de toute façon, maintenant, tout le monde va y perdre. Petit à petit, tout le monde commence à comprendre que tout le monde va y perdre. Donc cette réforme, elle est mauvaise pour tout le monde. Mais je mets ça de côté, moi, je vais aller au fond de l'affaire. Depuis que la société humaine existe, ceux qui sont dans la force de l'âge, comme on dit, hein, ceux qui sont en état de travailler, se préoccupent de ceux qui ne sont plus en état de le faire. D'accord? C'est comme ça. Depuis toujours, hein. Le plus fort aide le plus faible dans les groupes humains. Me dites pas le contraire, parce que nous autres, on est les héritiers de ceux qui s'entraidaient. Les autres, ils n'ont pas eu d'héritiers, vu que comme ils étaient absolument égoïstes, ils se retrouvaient tout seuls au moment où ça allait mal, et donc ils mouraient. Et ça, c'est très darwinien, voilà la raison pour laquelle les survivants, c'est nous sommes les descendants des altruistes, des gentils, de ceux qui partagent, qui s'occupent des autres. Donc la réforme Macron, c'est ça qu'elle rompt. Chacun a son petit tas de points, hein, et puis à la fin, il s'arrange avec son petit tas de points pour avoir sa retraite. Non, c'est pas l'idée qu'on s'en fait. La retraite par répartition, c'est bien, ça marche. Et alors on me dit oui, mais ça va être en déficit. Mais ça va, quoi, à chaque fois ça recommence avec cette histoire de déficit. Bon, là, le déficit, il n'y en a pas pour l'instant, il va être devant nous. Hein. Et ben, il sera toujours temps de voir au moment où cette histoire se présentera, parce que des solutions, il y en a des dizaines, d'accord ?
Par exemple, si vous voulez faire la retraite à 60 ans avec 40 annuités, eh bien, vous n'avez qu'à payer les femmes comme les hommes. Et ça fera un surplus de cotisation qui mettra le régime d'équilibre à 60 ans et 40 annuités. De la même manière, si vous voulez remettre des sous dans la caisse aujourd'hui, par exemple, s'il y avait 1 million de plus de personnes au travail, non seulement il n'y a plus de trou, mais il y aurait de l'excédent. 1 million, ça c'est déjà fait. Hein. Sous le gouvernement Jospin, 1 million de personnes ont retrouvé du travail, tous les comptes sociaux étaient ouverts. Ou bien encore, vous pouvez décider une augmentation de salaire. Chaque fois que vous augmentez les salaires de 1%, vous prenez 2,5 milliards sur le total de la population active de cotisations supplémentaires. Donc il faut arrêter de faire croire aux gens qu'il n'y a pas d'argent, que c'est fini, que c'est plus possible. Si vous regardez l'argent qui a été redistribué en dividendes, vous savez que la France est le pays champion du monde pour les dividendes. Hein. Les dividendes, c'est les sous qu'on donne aux actionnaires. Eh bien, si ça avait été partagé autrement entre le capital et le travail, entre ceux qui ont des actions et ceux qui bossent pour faire fructifier, eh bien, on n'aurait pas les problèmes qu'on a en perspective. Hein. Donc c'est surtout une affaire de savoir comment on partage. Si on donne tout aux uns et rien aux autres, le résultat, on l'a sous les yeux. Et le résultat que vous avez sous les yeux, c'est l'année dernière 400 000 pauvres de plus. C'est 9 millions de personnes qui sont dans la pauvreté en France. C'est 2000 personnes qui meurent par an dans la rue et de la rue, hein, etc., etc. C'est 100 000 personnes qui voient, quand ils ouvrent le robinet, tombent des petites gouttes parce qu'ils ne peuvent plus payer et qu'on leur coupe le robinet en disant que non, c'est pas vrai, que c'est pas coupé. C'est 300 000 personnes à qui on a coupé l'électricité. Donc un pays immensément riche, record d'Europe du nombre des millionnaires, hein, record d'Europe pour la distribution de dividendes, et pendant ce temps, 9 millions de pauvres. Alors voilà ce que j'ai à vous dire sur la retraite. Si vous faites les moutons, vous serez tondus. Voilà. Donc le 5 décembre, il faut se mettre dans l'action. Et moi, je ne vais pas vous le demander en vous disant « Pardon, s'il vous plaît, je vous caresse la tête ». Non, maintenant, il s'agit de défendre le fondamental de ce à quoi on croit. Une société de solidarité et une société de partage. Hein. Et on arrête de regarder dans l'assiette du voisin pour dire « Ah, il en a plus que moi ». Parce que ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est de défendre un bien commun. Vous êtes peut-être d'accord avec ce qui a été dit. Vous n'êtes peut-être pas d'accord, mais vous avez écouté les arguments. Dans les deux éventualités, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, soyez gentil, mettez un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné à C'est dans l'air, vous pouvez le faire maintenant. C'est gratuit, et ça nous encourage.